Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est désormais chargé de la traque des malfaiteurs et autres criminels dans le cyberespace. Nommé en juin dernier, le procureur Adama Coulibaly est désormais en charge du pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité, un dispositif judiciaire spécial qui a vu le jour en décembre 2022 dans un contexte marqué par l'essor des technologies de l'information et de la communication et de grandes dérives, notamment sur les réseaux sociaux. Le pôle devra entre autres déterminer les modalités de poursuite, d'instruction et de jugement dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité au Mali avec une compétence nationale et exclusive pour les infractions dans ce domaine. C'est désormais le troisième pôle judiciaire spécialisé au Mali après le pôle économique et financier et celui chargé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Docteur Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir, M. Konaté. Vous êtes magistrat de premier grade. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Konaté. Alors, vous dirigez donc le troisième pôle judiciaire spécialisé au Mali en matière de justice. Pourquoi le recours à ces dispositifs judiciaires spéciaux en règle générale et particulièrement, qu'est-ce qui justifiait la création de votre pôle? Merci infiniment, M. Konaté, pour cette question. Avant de répondre à votre question, je vous remercie pour cette invitation et je remercie vos téléspectateurs. En réalité, la mise en place du pôle répond à un besoin que l'État a perçu. En réalité, il y a un essor de tout ce qui est cyberespace, tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et naturellement, cet espace a besoin d'un encadrement minimal, ne serait-ce que pour permettre aux citoyens de s'informer, de développer leur activité. Et vous le savez, le monde se globalise, s'internationalise. Et donc, naturellement, le cyberespace supprime ces frontières de manière matérielle qui peuvent exister. Et donc, c'est un secteur qui ne pouvait pas rester sans encadrement juridique. Et au-delà de cet encadrement juridique, il faut, ne serait-ce que pour créer une certaine lisibilité, une certaine visibilité et encore pour plus d'efficacité, mettre en place ce pôle-là. Et donc, c'est la volonté de l'État, mais également qui répond à des besoins spécifiés lors des assises nationales qui, certainement, a été la suite du constat des dérives constatées sur le cyberespace. Et donc, pour répondre à ce besoin, l'État a mis en place ce pôle. En termes simples, cybercriminalité, c'est quoi concrètement et pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre? La cybercriminalité, au terme de la loi de 2019 qui réprime les infractions en l'espèce, c'est l'ensemble des infractions pénales commises à l'aide des réseaux de communication électronique et des systèmes d'information ou contre des infractions dirigées contre ces dits réseaux ou systèmes. Donc c'est un peu la définition que la loi de 2019 donne à la cybercriminalité. Alors cela s'étend à quel genre d'action? Parce que nous, on voit plus les injures sur les réseaux sociaux et autres, les dérives sur les réseaux sociaux. Absolument. Est-ce qu'au-delà des réseaux sociaux, il y a d'autres faits qui sont visés? Ah oui, mais absolument, M. Konaté. En fait, parlant de diffamation, d'injures et autres, ce n'est que, j'allais peut-être dire, la partie émergée de l'iceberg en réalité. Et la loi en tant que telle, elle a une dimension, j'allais dire, assez syllogistique, si on peut appeler ça comme telle, puisque d'ores et déjà, elle protège l'intégrité même des systèmes d'information avant d'en arriver au contenu de ces systèmes d'information, c'est-à-dire des données informatisées. Et donc, c'est pour dire que votre téléphone, votre ordinateur sont à la limite comparables à votre domicile. C'est un espace privé. Et donc, y accéder ne doit pas se faire sans votre autorisation. Et au-delà d'accéder, la personne ne doit pas se maintenir non plus dans votre téléphone qui est, encore une fois, comme je l'ai dit, votre intimité. Et au-delà de cela, vous avez des données dans votre téléphone, vous avez des données dans votre ordinateur ou en tout cas dans tout autre système informatisé. Et naturellement, il y a des gens qui peuvent accéder à ces données, les corrompre, les voler, les pirater, entre autres. Et donc, pour dire que le cyberespace peut également être utilisé, comme on l'a vu, certainement, c'est un moyen d'expression. Et c'est aujourd'hui l'un des moyens d'expression les plus, j'allais dire, répandus. Et donc, naturellement, ce qui se passe ici peut avoir des échos dans tout le Mali et même au-delà. Et donc, pour dire que les injures et autres choses peuvent avoir une certaine dimension, mais au-delà, il y a d'autres infractions, comme je l'ai dit, et même, par extraordinaire, la pornographie infantile. Voilà, c'est des actions réprimées. Et donc, l'idée, c'est de montrer que l'injure, les diffamations, oui, c'est à peu près ce qu'on voit de manière quotidienne, mais parlant de cybercriminalité, vous le verrez plus loin, c'est
D'ailleurs, pas que la loi de 2019 que le pôle de lutte contre la cybercriminalité est chargé d'appliquer. Nous avons la loi 0046 qui parle du régime de presse et du délit de presse. Nous avons la loi de 2016 sur les échanges électroniques, notamment tout ce qui porte sur les signatures électroniques. Nous avons la loi également de 2016 de la même date qui parle des systèmes de cryptologie. Nous avons une compétence également en ce qui concerne les télécommunications, notamment les textes qui organisent la MRTP. Nous avons une compétence en matière de code domanial, de loi électorale, et même du code foncier, dans la mesure où il s'agit d'infractions sur le cyberespace. Donc c'est grosso modo un peu ce que je peux... Et vous avez vocation aussi à assainir un peu les réseaux sociaux, puisque c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Maliens. Ah, mais absolument, absolument. Et cette préoccupation, je pense qu'elle est légitime, mais parfois, à mon avis, un peu exagérée, j'allais peut-être dire. Parce qu'il faut comprendre que la liberté d'expression, la liberté d'opinion restent des libertés fondamentales en réalité en République du Mali. Mais pour autant, on a coutume de le dire, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc les réseaux sociaux, l'objectif en réalité de ce que vous êtes en train de dire, c'est de permettre une utilisation, j'allais dire, saine des réseaux. Personne n'est empêché en réalité, à travers la loi de 2019, de s'exprimer. Mais encore faudrait-il que cette expression ne soit pas l'occasion de porter atteinte à la dignité, à l'honneur de quelqu'un. Que cette expression ne soit pas l'occasion, encore une fois, d'injurier, je ne sais pas, quelqu'un de manière assez... Donc, vous comprenez que la liberté d'expression, elle reste intacte en réalité, mais c'est seulement les dérives qui sont en réalité sanctionnées par la loi de 2019. Alors finalement, Dr Coulibaly, l'enjeu de la lutte contre la cybercriminalité, la finalité, c'est quoi? L'enjeu, il est politique, il est sécuritaire, il est social, il est économique, c'est quoi? Ah mais c'est le tout à la fois en réalité. Le cyberespace, il est à l'image du monde physique, seulement dématérialisé. Et donc tout ce qui a cours en réalité dans la vie de tous les jours se passe également sur le cyberespace. Et la petite histoire, c'est que le cyberespace, il est à plusieurs niveaux. Et le niveau que nous voyons, c'est ce qu'on appelle le clear web, c'est le web visible. Mais il y a le deep web et il y a ce qu'on appelle aussi le dark web. Et donc ça, c'est des espaces qui ont besoin d'un contrôle, mais d'une surveillance extrême, puisque c'est le lieu où vous pourrez voir toutes sortes de trafics d'armes, de drogue, d'organes humains et j'en passe. Et donc pour dire que l'enjeu, non seulement il est sécuritaire, il est également économique parce qu'aujourd'hui, je parlais de signature électronique, nous avons aujourd'hui pas mal de jeunes Maliens qui, sur le cyberespace, développent leur activité, ont des business. Et donc, l'idée n'est pas du tout d'empêcher l'éclosion en réalité de ces entreprises ou de ces structures-là, mais c'est seulement que cela puisse se faire dans le respect de la légalité. Et vous le constaterez certainement quand vous irez sur les réseaux sociaux que malheureusement, certains n'ont pas compris. Et il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas, même dans la vie de tous les jours, il n'est pas possible de les vendre de manière libre à tout le monde, mais sur le cyberespace, il y a des choses qui se font. Et malheureusement, il y a lieu d'attirer l'attention des uns et des autres pour dire que, notamment, je prends l'exemple des produits pharmaceutiques ou même de la parapharmacie, il y a des espaces faits pour cela. Et si le cyberespace devait servir à vendre des produits pharmaceutiques, je suis sûr que toutes les pharmacies auraient des comptes. Bon, tout ça étant encadré, des questions de santé publique. Donc, naturellement, il faut que la régulation du cyberespace porte sur de tels aspects. Alors, vous avez donc compétence nationale et exclusive, j'insiste là-dessus, sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire quoi, M. Coulibaly? À part vous, aucune autre juridiction ne traite désormais de ces questions. C'est en réalité cela, le sens et l'objectif recherché par la création du pôle qui a compétence effectivement, comme je l'ai dit, exclusive en matière de cybercriminalité. Ça veut dire que désormais, pour toutes les infractions sur le cyberespace, notamment sur les autres lois que je viens de vous citer, à savoir le délit de presse, régime de presse, tout ce qui porte sur la cryptologie, les échanges électroniques et autres, oui, effectivement, le pôle en République du Mali est le seul compétent. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Le territoire national, il est vaste. Vous êtes un jeune dispositif judiciaire. De quels moyens est-ce que vous disposez pour couvrir tout le territoire? Est-ce que vous aurez des démembrements ou bien ce n'est pas nécessaire en la matière? Nécessairement, on aura des démembrements. C'est le tout. On est en phase de mise en place, comme vous l'avez constaté. Et le pôle dispose d'ores et déjà, ou disposera, si je peux appeler ça comme tel, d'une brigade spécialisée
en matière de lutte contre la cybercriminalité, brigade qui sera composée d'experts en matière d'investigation numérique, en matière de téléphonie, entre autres. Et naturellement, il y aura des relais dans le reste du pays. Mais les activités seront centralisées au niveau du pôle qui siège effectivement à Bamako. On sait que le cyberespace est un espace sans frontières, on va dire. Ceux qui commettent les infractions en dehors du pays, comment est-ce que tout cela est organisé quand même pour que des infractions qui ne sont pas peut-être commises ici soient traitées par votre pôle? C'est une question intéressante que vous me posez là. Je pense que c'est assez d'actualité. Il faut comprendre que cette compétence nationale et exclusive du pôle a une dimension également transnationale, pour dire que toute infraction commise sur le cyberespace, même si ça a été commis à l'extérieur du Mali, mais dès l'instant que les effets sont perceptibles, ou en tout cas sont susceptibles de se produire sur le sol malien, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité est compétent pour sévir en l'espèce. Par quels moyens? Les moyens, enfin, déjà, c'est des gens qui peuvent être susceptibles de revenir, entre guillemets, de transiter parfois par le Mali, mais au-delà, il y a ce qu'on appelle la coopération judiciaire, qui permet au pôle de saisir ses homologues étrangers de nature à pouvoir soit procéder par l'extradition de ces présumés délinquants. Donc les procédures sont, comme on appelle, ficelées de telle sorte que voilà, quelqu'un ne puisse pas contrevenir à la loi et se dire que bon, je suis par-delà les frontières et donc intouchable. Ce cadre de collaboration à l'international, il existe déjà? Ce cadre de collaboration, il existe à plusieurs échelles. Il y a la coopération multilatérale, il y a des conventions internationales, mais également il y a des accords de coopération bilatérale entre le Mali et plusieurs autres pays. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, par exemple, Interpol, qui est également une forme de coopération policière internationale et donc qui peut être sollicité par le pôle pour éventuellement des investigations, des arrestations et des extraditions. Alors, parlons de technologie quand même. Pour traquer des gens sur les nouvelles technologies, il faut peut-être soi-même être à la pointe. Est-ce que l'État vous a donné tous les moyens qu'il faut pour ça? Tous les moyens, non, mais l'État met déjà en place pas mal de moyens. Et je sais que, bon, comme vous l'avez dit vous-même, hein, on est une structure en création, et la brigade étant en création également, nous avons l'assurance que, en tout cas, et ça je peux garantir cela, les plus hautes autorités sont vraiment engagées à accompagner le pôle, non seulement à le doter d'équipements, de personnel, en tout cas adéquat, de nature à mener une lutte réellement efficace contre voilà, ces infractions-là qui sévissent sur l'espace virtuel qu'est le cyberespace. Et parce qu'il a été clairement dit quand même que les cyberdélinquants peuvent avoir une longueur d'avance sur les autres juridictions, vous devez avoir des moyens particuliers. Ah ben, nécessairement. C'est pourquoi je vous parlais tout de suite de la composition de la brigade qui va forcément être des gens spécialisés. Il ne va pas s'agir de prendre uniquement des investigateurs, mais il s'agira d'investigateurs. Et il s'agit déjà d'investigateurs, parce que bien avant la création du pôle, on a certaines unités d'enquête déjà, comme on appelle, en place et très opérationnelles, qui ont des sections spécialisées en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et donc la brigade du pôle va être l'unité centrale, si on peut appeler ça comme telle. Et donc je ne vous le cache pas, c'est une course perpétuelle. Les délinquants essayent le pôle va essayer et donc on espère qu'avec l'appui, la compréhension de tout un chacun, parce que vous savez, quand il s'agit de répression, il faut la collaboration de la population, il faut la compréhension de la population. Et c'est d'ailleurs encore une fois, ça me permet de rebondir et de vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez de parler du pôle, de parler de la cybercriminalité. Et donc cette sensibilisation, on a bon espoir qu'avec le temps, les gens comprendront, les gens vont nous assister, les gens vont nous aider de nature à pouvoir mener cette lutte, j'allais dire, pour le bien de tous. Et comment est-ce que vous allez fonctionner? Est-ce que les citoyens vont devoir vous saisir ou bien vous allez vous auto-saisir? Comment est-ce que cela va marcher? En réalité, il y a plusieurs modes de saisine du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Non seulement il y a les dénonciations, et ces dénonciations peuvent venir de tout citoyen en réalité, mais je le disais également, il y a une coopération, une collaboration avec certains services de l'État, notamment ceux qui s'occupent de la cryptologie, ceux qui s'occupent des échanges électroniques, donc qui font des rapports dont, en tout cas, le pôle est destinataire également. Mais au-delà, il y a la possibilité pour le pôle de s'auto-saisir. Et procureurs, les investigateurs, chaque fois que sur le cyberespace, nous constatons
des infractions à la loi, on peut directement nous autosaisir, mais il y a la possibilité pour les citoyens, chaque fois qu'ils sont victimes d'infractions cybercriminelles, de saisir par le biais d'une plainte le pôle de lutte contre la cybercriminalité. Par exemple, un sujet qui nous concerne ici à l'ORTM ces derniers jours, l'utilisation sur les réseaux sociaux de l'image d'une de nos présentatrices dans les campagnes publicitaires pour un médicament sans son consentement apparemment. Qu'est-ce qui est possible de faire dans de telles situations? Dans de telles situations, quand vous m'expliquez cela de prime abord, je vois plusieurs infractions déjà, notamment le fait d'utiliser l'image de la personne. Ça, c'est déjà une infraction à la loi. Et les données, l'autorité de protection des données à caractère personnel, il y a une législation qui réprime cela. Mais on sait aussi, comme je le disais à l'entame de mon propos, les produits pharmaceutiques, techniquement, ne sont pas à vendre de manière incontrôlée. Et donc, encore plus, comme vous le dites, associer l'image de quelqu'un à cela, c'est une manière, quelque part, de gagner, si je peux appeler ça comme, ou en tout cas de faire fortune, si on peut appeler ça comme ça, sur le dos de cette personne-là, ce qui est réprimé effectivement par la loi de 2019. Donc, pour dire que uniquement cette image-là, à elle seule, peut englober une série d'infractions qui sont réprimées par les textes en vigueur et qui peuvent effectivement être déférées devant le pôle de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, naturellement, des investigations seront menées là-dessus et les présumés auteurs, co-auteurs et complices seront très certainement traqués et naturellement traduits devant le juge. À condition que la personne juge nécessaire peut-être de porter plainte ou pas? Je le disais tout de suite, la personne peut porter plainte, mais si le pôle estime qu'il y a, en tout cas sur la base, il faudrait encore que le fait soit porté à notre connaissance. Si nous avons connaissance de ce fait-là, quand bien même qu'il n'y ait pas de plainte déposée par une personne, oui, le pôle peut s'autosaisir. Mais là, en ce moment, c'est une question de ce qu'on appelle, il y a un principe généralement que tous les poursuivants appliquent, c'est l'opportunité des poursuites. Le procureur apprécie la nécessité, oui ou non, d'enclencher des poursuites. La nécessité, c'est quoi? C'est l'utilité publique ou c'est quoi la nécessité? Oui, ça peut. Cette opportunité s'apprécie au gré des circonstances en réalité. C'est difficile de donner un contenu à cette opportunité qui va se matérialiser en fonction du cas de l'espèce porté devant le procureur. Peut-être que l'infraction a cessé. Peut-être que, je ne sais pas, la partie plaignante, si plainte il y avait, s'est désistée de sa plainte. Peut-être que le plaignant s'est lui-même peut-être repenti, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs éléments qui peuvent conduire un procureur à ne pas décider d'ouvrir une enquête. Ça peut même aussi être une question de paix publique ou peut-être même juste ne pas... puisque l'État, en réalité, dépense dans ces procédures-là. Et donc, si les charges que l'État va engager dans la procédure sont tellement élevées, comparées en tout cas à l'intérêt économique de la procédure ou à l'intérêt pédagogique, parce que tout n'est pas qu'économique. Il y a l'intérêt pédagogique également, il y a le message, ou en tout cas de sensibilisation et d'éducation qu'il y a derrière la poursuite et la sanction en général. Et donc c'est le tout mis bout à bout qui permet à un procureur de juger de l'utilité ou de l'opportunité d'enclencher ou non des poursuites. Alors, vous nous avez parlé de cet arsenal, de tous ces textes dont vous disposez, avec lesquels vous allez travailler. Je retiens la loi sur la cybercriminalité. Je voudrais qu'on en parle un peu. Autant on vous attend avec impatience, autant certains ont quand même des appréhensions depuis qu'elle a vu le jour, cette loi. Donc, on estime en effet, par exemple, qu'elle affecte la liberté d'expression pourtant garantie par la Constitution. Merci encore de la question. Comme je l'ai dit, je pense que j'ai un peu abordé ou en tout cas effleuré cette réponse-là à un moment donné. Mais je puis encore une fois donner l'assurance à nos concitoyens, à tous ceux qui sont intéressés par cette question, que ni le pôle, ni la loi sur la cybercriminalité n'ont vocation en réalité à brimer, à brider qui que ce soit. Il s'agit juste... Et je le dis encore une fois, c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens comprennent le cyberespace comme étant juste le pendant virtuel de la vie de tous les jours. Et donc tout ce qui est possible en temps normal dans la vie de tous les jours est ou sera possible sur le cyberespace. Et tout ce qui en principe est proscrit dans la vie de tous les jours le sera également sur le cyberespace. Et donc il ne s'agit pas d'une innovation, d'une création qui est propre au Mali. J'assure déjà tout le monde par rapport à cela. Le Mali est peut-être même quelque part un tout petit peu en retard sur la réglementation de cette matière-là. Sinon, les pays voisins et à l'international, il y a des législations du même type un tout petit peu partout. Et le tout, en réalité, c'est d'ailleurs, à mon avis, de protéger, j'allais dire, cette liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, vous le constatez avec moi dans la vie de tous les jours, on a du mal parfois à exprimer nos opinions clairement.
Et une fois qu'on exprime ses opinions, on fait l'objet de toutes sortes d'insultes, de diffamations et autres. Et donc, plutôt que de voir la loi sur la cybercriminalité ou même le pôle comme un instrument qui brime, qui bride, mais plutôt, je pense qu'il faut le voir comme un instrument qui protège, j'allais peut-être dire, la liberté d'expression, d'opinion et même d'expression en réalité. La confidentialité des communications, monsieur le procureur, la protection des données à caractère personnel, ne sont-elles pas quelque part aussi en danger avec cette loi dont vous vous serviriez? Aucunement. Et d'ailleurs, je n'ai juste pas fait la lecture de tous les textes qui rentrent en réalité dans le champ de compétences du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Sinon, effectivement, la loi sur les données à caractère personnel sont également concernées, donc dans leur dimension pénale. Quand bien même qu'effectivement, il y a l'autorité, la PDP qui s'occupe de la question. Mais encore une fois, le tout est mis en œuvre suivant le respect des procédures en matière pénale. Donc, le pôle existe, la loi de 2019 existe, mais il y a des règles de procédure. Et donc, quand bien même que le pôle a une compétence nationale, quand bien même qu'il s'agit du cyberespace, le tout se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes éventuellement poursuivies ou qui seraient poursuivies. Et donc, pour juste dire que l'intimité, les droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, d'opinion, tout ce qui concerne l'intimité ou les données personnelles n'ont ou ne seront aucunement affectés par l'existence du pôle ou l'application de la loi sur la cybercriminalité. Oui. Je vais évoquer un troisième point et on va s'arrêter là. Quelles sont désormais les frontières entre ce qui relève de la cybercriminalité, du droit commun, de la loi sur la presse? Apparemment, les frontières ne sont pas aussi claires que ça. Les frontières sont claires, même si elles peuvent sembler floues. Je le disais tout de suite par rapport aux infractions, ou en tout cas à l'application, au champ d'application de la loi de 2019. Il s'agit, comme je le disais, de l'ensemble des infractions pénales, n'est-ce pas, qui sont commises à l'aide des réseaux de communication ou des systèmes d'information, ou en tout cas des infractions dirigées contre ces réseaux ou ces systèmes d'information. Et donc, d'ores et déjà, vous voyez que nous rentrons dans le domaine virtuel, nous rentrons dans quelque chose qui n'est plus matériel. Et donc, le droit commun, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Même s'il est vrai que des infractions de droit commun sont commises par l'utilisation, j'allais dire, des réseaux de communication. Et c'est à partir de là que le pôle rentre dans la danse. Et donc, chaque fois que les systèmes de communication, ce qu'on appelle les NTIC ne sont pas en cause, on reste dans le droit commun. Et chaque fois que les NTIC sont en jeu, on rentre dans le domaine de la loi de 2019. Donc c'est un peu cela, la petite frontière qui peut exister. Et quand vous parlez de la loi sur le régime de presse et le délit de presse, il faut savoir que cette loi, quand elle voyait le jour, l'essor que nous connaissons aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux et autres, ce n'était pas le cas. Et là, c'est une loi qui date de 2000. Et donc, naturellement, il fallait une nouvelle loi qui s'adapte à l'évolution de la technologie et à l'évolution des infractions. Puisque cette loi de 2000 qui protège d'ailleurs au passage les journalistes et autres qui mettent en place des procédures de nature à garantir, à protéger en tout cas les professionnels de ce secteur-là, on a l'émergence, si je peux appeler ça comme tel, d'un tout autre cadre, de tout autres acteurs, parfois formels ou même informels, mais qui sévissent ou en tout cas qui opèrent sur cet espace-là. Et donc, il fallait qu'une nouvelle législation soit adoptée qui prenne en charge non seulement la dimension technique, mais également la spécificité des infractions qui ont cours sur désormais ce qu'on appelle le cyberespace. Alors, Dr Coulibaly, vous êtes donc nouvellement nommé, je vais appeler ça donc nouvellement nommé. Quelles ont été vos premières actions? On a déjà entendu parler de vous dans une affaire de meurtre sur les réseaux sociaux. Quelles ont été les premières actions que vous avez menées? Les premières actions, difficiles de les rappeler comme ça, ou de me rappeler comme ça, mais c'est sûr que le pôle, il est très actif, il est opérationnel depuis quasiment 2 mois. On a beaucoup de procédures déjà qui sont en train d'être suivies. Vous avez parlé de ces affaires de mœurs. Bon, on a suivi ça aussi sur les réseaux, quand bien même que peut-être c'est la première fois pour nous de communiquer de manière officielle. Mais il s'agit en réalité d'attirer l'attention de nos concitoyens sur un certain nombre de faits. La loi sur la cybercriminalité, comme je l'ai dit, n'empêche aucunement l'expression de toutes sortes de volontés artistiques, tout ce qui peut s'en suivre.
Et ça n'est pas une entrave à l'expression des libertés, comme je le disais, fondamentales. Mais nous avons ce qu'on appelle ici une sensibilité commune. Il y a ce qu'on appelle les bonnes mœurs. Et naturellement, tout acte, toute image, toute expression, toute vidéo, ou tout cliché, toute matrice produite, diffusée, exposée, de nature à heurter la sensibilité, est passible de poursuite devant, comme on appelle, le pôle de lutte contre la cybercriminalité. Et dans la même foulée, il y a peut-être lieu de rappeler, d'ailleurs, l'une des premières interventions qu'on a eu à faire, un communiqué qu'on a fait en son temps, parce qu'il y avait l'expression d'une certaine véhémence, d'une certaine, j'allais dire, d'un certain laisser-aller, dans certains propos à caractère religieux. Or, nous sommes dans une dynamique où la liberté de culte et de religion, voilà, c'est quand même des droits garantis. On est dans un état de droit. Et donc, le cyberespace ne doit pas, encore une fois, être l'endroit pour des messages de haine, des messages, j'allais dire, de nature à créer une division, une opposition entre les citoyens. Et donc, naturellement, il a fallu à un certain moment communiquer et effectivement, des poursuites ont été engagées, des arrestations ont eu lieu et naturellement, certains présumés auteurs ont été déférés devant, comme on appelle, la justice. Et très certainement que dans les jours ou semaines à venir, on aura les suites qui ont été réservées à ces situations-là. Et comment est-ce que vous mesurez déjà l'ampleur de la tâche, du défi qui se pose à vous, à la lumière de ce petit parcours que vous avez déjà eu? Ah oui, mais là, je pense que, à l'image même de la création du pôle, à l'image de la loi sur la cybercriminalité, naturellement, l'étendue de la tâche est plus que... c'est un chantier, c'est un vaste chantier. On est à nos débuts, il y a pas mal de défis, mais je pense que l'une des premières choses à laquelle, en tout cas, le pôle veut s'atteler, c'est la sensibilisation, c'est l'explication, c'est la pédagogie. Mais il faut avouer que le chantier, il est large, il est vaste, et vous l'avez dit vous-même à un certain moment, sans parler des délinquants sur le cyberespace, il faut savoir que la technologie n'est pas quelque chose de figé. Elle bouge, elle est en constante mutation, en constante évolution. Et donc, naturellement, il s'agira pour le pôle de ne pas rester à la traîne. Et à la législation malienne également, de ne pas rester à la traîne, d'essayer de nous adapter à l'évolution de la technologie, mais à l'évolution aussi des infractions qui peuvent exister sur, naturellement, ce cyberespace-là, ou en tout cas, l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, mais vous avez parlé de sensibilisation. Vous prendrez le temps de faire de la sensibilisation, de la pédagogie, sachant bien que chez vous, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Comment est-ce que vous allez concilier ces choses? Oui, la pédagogie, la sensibilisation, je pense que quand bien même qu'il ait dit que nul n'est censé ignorer la loi, moi je pense que le droit c'est une discipline sociale. On est dans une société et l'objectif n'est pas de réprimer de manière systématique. Et même derrière toute condamnation, il y a toujours une dimension éducation, rééducation, réinsertion, pédagogie normalement. Et donc, oui, il y a l'esprit du texte, il y a le texte, mais il y a aussi l'esprit du texte. Quand bien même qu'il ait dit que nul n'est censé ignorer la loi, oui, mais pour autant, le pôle qui est une structure nouvellement créée, la loi de 2019 qui est une nouvelle législation, en tout cas un nouveau texte dans l'arsenal juridique malien, je pense que le pôle ne perd rien à tenter, ne serait-ce qu'un temps soit peu, d'essayer d'expliquer un peu les contours ou même dissiper les inquiétudes que nos concitoyens ont. Et moi, je suis d'avis que généralement, quand les gens adhèrent à la compréhension d'un texte et qu'il, j'allais dire, aide à l'observation ou en tout cas à ne pas enfreindre ces règles-là, ça ne peut que alléger la tâche du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Alors, quels seront vos rapports avec les autres pôles spécialisés, voire les autres juridictions, ou bien chacun évolue de son côté? Dans une large mesure, il va y avoir de la collaboration. Il se trouve qu'avant l'existence du pôle, naturellement, les gens avaient l'habitude d'aller vers les juridictions de droit commun. Et donc, aujourd'hui, quand un procureur de droit commun reçoit une plainte à connotation cybercriminelle, dans la logique de la collaboration, il se déclare incompétent et renvoie la procédure devant le pôle. Et parlant des trois pôles, naturellement, il va y avoir une synergie d'action. C'est cela le but, l'objectif recherché en réalité. Parce que qui parle d'infractions économiques et financières, forcément les technologies de l'information seront utilisées là-dedans.
qui parle aujourd'hui de terrorisme, forcément, les outils informatiques seront également utilisés là-dedans. Et donc, il y a, comme on appelle, une réforme du code de procédure pénale qui opère une délimitation des champs de compétences. Et donc, quand bien même que, par exemple, moi, procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité, je suis chargé exclusivement de l'application de cette loi-là, mais c'est seulement quand elle n'empiète pas, par exemple, dans le domaine du pôle de lutte contre les infractions économiques et financières. Et donc, chaque fois qu'il y a une dimension économique et, comme on appelle, financière, je défère à ce procureur-là, en tout cas, la procédure dans la dimension qui concerne ses compétences. Et donc, naturellement, il faut une synergie d'action, il faut une symbiose pour que, voilà, c'est un appareil et ça ramène à un principe en matière pénale qui dit que le parquet, il est unique. Donc, pôle économique, enfin, parquet national financier, pôle de lutte contre le terrorisme, pôle national de lutte contre la cybercriminalité, nous sommes tous sous, en réalité, l'autorité du procureur général près la cour d'appel de Bamako. Et donc, c'est un ensemble, c'est un système pénal en marche sous l'impulsion du garde des Sceaux et des plus hautes autorités de l'État. Et je signale que vous serez logé dans l'enceinte du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Il y a une raison particulière à cela ? On n'est pas en réalité logé dans cette enceinte-là. Actuellement, en attendant d'avoir notre siège à nous, on est plutôt logé dans l'ancien tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako à Sogoninko, mais cela de manière provisoire. Mais on n'est pas logé en commune 4. En commune 4. Voilà. D'accord. Nous souhaitons bon vent, monsieur le procureur. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.